Le cercle RH, on va prendre notre boule de cristal et on va essayer de se projeter à cette rentrée de septembre sur le niveau d'emploi, sur la capacité de relancer notre économie et donc de créer des emplois. On va mettre en lien des choses qui paraissent évidentes. Quand la croissance repart, l'emploi repart, c'est ce que les économistes disent en général. C'est peut-être pas si simple dans ce contexte parce qu'il y a des secteurs particuliers qui cartonnent et puis il y en a d'autres évidemment qui marquent le pas. Donc ce n'est pas évidemment un sujet monolithique. On va essayer de faire le point avec des experts. Bruno Ducoudray, merci d'être avec nous, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE. On commentera l'étude d'Éric Heyer dans laquelle vous êtes d'ailleurs abondamment cité, justement sur ces perspectives de l'économie française 2021-2022, avec les incidences, dit Éric Heyer, on citera cette phrase, de la crise Covid sur l'emploi. Enfin, je veux dire, elle aura une incidence, évidemment, on va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Christian de Boissieu est avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi de la Fondation Concorde. Je préside le conseil scientifique. Voilà. Parce que bon, on s'arrête là. On s'arrête là. Vous avez parmi vos casquettes ce livre aussi, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui ? On parlera aussi de ce qui s'est passé au G7 avec l'idée d'empêcher les Chinois de trop grossir. Et puis des Américains d'ailleurs qui ont tellement de demandes, on nous dit que ça va peut-être être favorable à l'Europe parce qu'ils ne vont pas pouvoir répondre à toute cette demande. Vous êtes d'accord, ça, Bruno Ducoudray ? Oui. Les Américains disent on a une trop forte demande, l'Europe va pouvoir en tirer profit. Sur croissance et emploi, pour faire un peu de base économique. Vous êtes des économistes, vous avez été des professeurs. Il y a un lien direct. Quand on nous dit la France, on va voir le chiffre, 5,7 de croissance, c'est un bon chiffre. On se dit, l'économie est repartie, bien au-dessus des croissances qu'on avait en 2019 ou en 2018. Ça repart ? Ou est-ce que c'est plus compliqué ? Alors c'est bien plus compliqué. Déjà, on n'a pas encore récupéré les niveaux de production de richesse qu'on avait avant cette crise, fin 2019. On est encore près de 5% en dessous du PIB qu'on produisait fin 2019. Donc il y a encore un gros gap. C'est-à-dire que la croissance qu'on va avoir, c'est d'abord rattraper ce gap-là. C'est ça qui est important. On ne l'a pas rattrapé encore, on est d'accord. On ne l'a pas du tout rattrapé. En termes d'emploi, on ne l'a pas du tout rattrapé non plus. Alors, ce qu'on observe dans les crises traditionnelles par le passé, c'est un lien croissance-emploi qui est que quand on entre en récession, on a des entreprises qui ont leur marge qui se dégrade, qui ajustent l'emploi. Et puis quand ça repart, elles commencent d'abord par améliorer leur marge de production. Et ensuite, elles créent de l'emploi quelques trimestres après. Il y a un délai d'ajustement. Oui, exact. Et cette crise-là, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Ça a été un peu... alors, pour plusieurs raisons, on a eu un ajustement du marché du travail à la crise qui a été complètement différent. D'abord... par le modèle d'investissement et d'argent massif... Alors, oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une crise qui est de plus en plus sectorielle, ciblée sur certains secteurs, hébergement, restauration, services aux ménages, commerce. Et puis parce qu'on a eu des dispositifs massifs qui ont été mis en place, notamment l'activité partielle, qui fait que finalement, l'emploi en CDI, c'est quasiment pas ajusté à la baisse d'activité qui est inédite. Inédit, cette aide directe pour sauver les emplois. C'est-à-dire, oui, bien sûr. On est d'accord, c'est inédit. Oui. Inédit en France. Inédit en France. Oui. Christian de Boissieu, il faut quand même mettre en perspective le chiffre de 5,7. Donc vous nous dites qu'on n'a pas rattrapé nos niveaux de croissance. Il faut rappeler que l'an passé, 2020, on s'était effondré à 8,2. Moins 8. Moins 8,2. Oui. On est d'accord. Donc il faut mettre en perspective ces deux chiffres quand même. L'année dernière, en 2020, nous étions en dessous de la moyenne de la zone euro, qui est autour de moins 6, autour de. Et cette année, on va être au-dessus de la moyenne de la zone euro, mais c'est un phénomène de rattrapage. Quand vous n'allez pas bien une année, et moins bien, je veux dire, l'année dernière, on a été moins bien que l'Allemagne, et cette année, on va être un peu mieux que l'Allemagne, mais je veux dire, il faut en lisser. croissance, on est un petit peu au-dessus. Oui, mais il faut lisser. Légèrement. Moi, il faut lisser. Il faut lisser les deux années. Parce que les Allemands étaient au moins les deux ou trois années. Sur les problèmes de lien croissance-emploi, il y a clairement, c'est assez habituel un phénomène de retard. Parce que au-delà des aides particulières, spéciales de cette année, avec chômage ou activité partielle, c'est la même chose. On ne va pas jouer sur les mots. Vous avez généralement des phénomènes de thésaurisation de main-d'œuvre durant les crises. C'est-à-dire que les entreprises mettent du temps à ajuster leur niveau d'emploi par rapport au recul ou à la récession, parce qu'elles se disent, si on licencie, il faudra reformer. Il y a un petit délai. Bon, là, le phénomène de thésaurisation de main-d'œuvre,
il a été accentué par le régime d'activité partielle. On les thésaurise, c'est-à-dire qu'on les garde en caisse, quoi. On les garde chez nous. Oui, mais là, ils sont incités à le faire à travers le chômage partiel, et c'est l'État qui paye. Et je veux dire, pour moi, le débat des prochains mois, c'est est-ce qu'on ne va pas être dans une situation un peu paradoxale où la situation économique pourrait se dégrader, y compris l'emploi, au moment où la crise sanitaire se termine. Bon, et ça, c'est le problème de savoir à quelle vitesse on remet en cause le quoi qu'il en coûte. C'est ça, j'allais y venir. À quelle vitesse on met en cause l'oxygène qu'on a donné aux malades, c'est-à-dire à l'économie. Bon, et donc il y a un tournant, à mon avis, très compliqué à prendre pour le gouvernement. C'est un problème de calendrier pour éviter ce paradoxe que j'évoquais et qui est encore possible devant nous. Alors, c'est quoi? C'est à l'aune de septembre? C'est à la rentrée de septembre? C'est le dernier trimestre? Je termine en disant qu'il y a un effet retard. Moi, ce qui me frappe, étude de ce matin d'Ernst & Young sur le secteur de l'immobilier, ils annoncent pour l'année 2021, ce n'est pas nécessairement pour le court terme, c'est pour les mois qui viennent, 150 000 offres d'emploi, c'est-à-dire volonté d'embauche, et qu'une des questions très importantes, et ça rejoint le débat sur les secteurs en crise, secteurs qui vont mal, c'est les problèmes de désajustement sur le marché du travail. C'est-à-dire le chômage reste élevé malgré l'activité ou le chômage partiel, et on va avoir dans les mois qui viennent apparaître un désajustement à mon avis, qui va être croissant entre les offres et les demandes d'emploi. C'est d'ailleurs, on le vit dans certains secteurs, puisqu'on voit déjà là, et ce qui donne un effet loupe un peu étrange, secteur recherche désespérément salariés qui ne trouvent pas, je pense au service à la personne, dans la construction qui repart très très fort, mais ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. D'ailleurs, on va voir la phrase d'Éric Heyer sur les conséquences du Covid, puisqu'on l'a noté, c'est à la page 3 de son rapport, mais comment vous l'expliquez, cette inadéquation entre l'offre et la demande, et effectivement avec ce risque pour septembre, d'avoir peut-être une reprise, mais derrière, pas la main-d'œuvre qui suit. Il y a quoi? Il y a l'effet télétravail, il y a une inadéquation des formations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a au moins deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on revient à cette histoire de secteur. C'est que vous avez eu des secteurs qui ont été très fortement frappés par la crise, qui ont supprimé beaucoup d'emplois. Hébergement, restauration, encore une fois, le commerce sont des secteurs qui sont ajustés très très vite. On a eu une très forte chute de l'intérim. Ils n'ont pas eu de choix, entre guillemets. Et quand ces secteurs-là vont réouvrir ou réouvrent, on a vu dès le premier trimestre, l'emploi dans le commerce a augmenté. Là, quand on rouvre les restaurants, on embauche massivement. Et donc ça fait de l'activité, de la croissance et de l'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez des secteurs qui ont été moins frappés par la crise, qui, comme la construction, ont déjà rattrapé leur niveau d'avant. Ils cartonnent, c'est le secteur en ce moment qui cartonne. Recrutent fortement, ils ont beaucoup d'emplois à pourvoir. Et ce qu'il y a, c'est que finalement, on recrute des emplois différents de ceux qui ont été détruits. Et donc, il faut un temps pour que la main-d'œuvre se réalloue. Il faut des formations. Il y a beaucoup de formations qui ont été mises en place. On voit le dispositif explose en ce moment. Un jeune, un emploi notamment, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi ça. Quand les alternants. Les entrées en formation à Pôle emploi, l'alternance, on est à des niveaux records après les réformes. Si je peux, je voudrais envoyer sur la question des jeunes, les jeunes, parce que ça me paraît central. Parce que ça a marché quand même, un jeune, un emploi. Un peu, mais je veux dire... Vous êtes sceptique, là? Non, mais je suis inquiet. C'est pas sceptique. Les 700 000 jeunes qui sont arrivés en septembre dernier sur le marché du travail, est-ce qu'on sait clairement ce qu'ils sont devenus? Moi, je ne sais pas. Peut-être l'OFCE sait. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je pense qu'il en reste encore pas mal sur le carreau. Et en septembre prochain, dans 3 mois, vont arriver 700 000 ou autour d'eux. Ceux qui sortent des écoles. Oui, voilà. Et donc, moi, je suis prof de fac et donc je suis concerné... Vous voyez quand même la difficulté. Non, mais je suis concerné par l'avenir des jeunes qui sont en face de moi. Je ne me contente pas de leur expliquer le monde dans lequel on est ou leur transmettre des connaissances. J'essaye de les aider, mais je veux dire, il faut que les entreprises aussi fassent un effort considérable. Alors, l'État a mis le paquet sur l'alternance, l'apprentissage. Un jeune, une solution d'ailleurs. Nécessaire, mais à mon avis pas suffisant. La réforme de la formation professionnelle, ça c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est pour tout le monde, les problèmes de reconversion. La réforme Macron de la formation... Il y a toujours un délai, Christian de Boissieu, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit délai d'adaptation. Je termine, soyez pas inquiets, je vais terminer là-dessus, juste pour dire qu'il y a quelques années, avant qu'on lance la réforme, on disait 35 milliards d'euros de formation professionnelle qui se perdent un peu dans la nature.
On ne sait pas à quoi ça sert. Aujourd'hui, vous savez combien ça coûte et à quoi ça sert? Moi, je ne le sais pas. Enfin, vous soulevez le débat de l'hydre de la formation. Non, mais on a créé le CPF, on dit que ça a été la révolution. Non, mais je pense que la réforme Macron sur la formation professionnelle était nécessaire. Elle a permis d'aller vers les régions, le territorial. Mais je pense que je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, moi, dans ce domaine-là. Pour rester sur l'emploi, il y a la formation, il y a l'adaptation des salariés ou l'adéquation entre ce qu'on cherche et la formation de ceux qui vont rejoindre ces postes. Et puis il y a quand même des secteurs qui vont toucher des catégories plus vulnérables. Je pense évidemment aux classes moyennes de manière générale, aux CDD, aux intérims. Est-ce qu'il y a un risque de décrochage là en matière d'emploi pour ces populations, puisqu'on reçoit beaucoup sur ce plateau des entreprises d'intérim qui nous disent ça repart, mais on les sent évidemment un peu hésitantes. Est-ce que ça, c'est des catégories qui peuvent décrocher dès lors qu'on va retirer la prise et que l'État sera plus là? Alors, moi, je ne crois pas, parce que justement, ce sont les emplois qui ont été le plus supprimés et parce que les entreprises ont été empêchées de produire. Et donc, dès lors qu'elles vont réouvrir, elles vont tout d'un coup inonder le marché d'offres d'emploi, mais précaires, de CDD, d'intérim, où on n'est pas certain, par contre, qu'en face, il y ait une offre, parce qu'on a des gens qui sont restés longtemps chez eux, à pas pouvoir chercher d'emploi, qui sont sortis temporairement du marché du travail. Quand ils vont rechercher un emploi, c'est pas forcément dans ce secteur-là qu'ils vont rechercher. Et donc, il peut y avoir une inadéquation, mais il faut bien quand même se rendre compte que aujourd'hui, on est encore à peu près, en termes de niveau, 300 000 emplois de moins qu'avant crise. Donc il faut le rattraper, ça. On a 300 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en plus, et on a des sorties massives du marché du travail, des personnes qui vont revenir ou qui vont entrer, comme vous disiez, sur le marché du travail à la rentrée. Et donc, on va avoir un phénomène un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des fortes créations d'emplois dans les secteurs qui on va avoir un chômage haut. Et un chômage qui va fortement monter, a priori, parce que on est encore 5 points en dessous de notre niveau d'avant-crise. On a en plus des secteurs qui font des gains de productivité. Donc, ce qu'on appelle l'écart de production, finalement, il s'est encore plus creusé depuis 1 an et demi. Et qu'il va falloir quand même un peu de temps pour combler ça. Et avec la fin des aides, on a quand même l'idée que le plan de relance doit soutenir cette reprise, doit accompagner cette reprise de l'activité. Mais effectivement, est-ce que ça va suffire? C'est pas certain. Bon, il y a un débat entre les économistes en ce moment pour savoir s'il ne faudrait pas faire une rallonge. Bien sûr. Certains trouvent que c'est pas suffisant. Là-dessus. Le plan de relance, Christian. Non, mais moi, pour l'emploi. Attendez. Avant de le doubler et de le faire passer de 100 milliards à 200 milliards, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de le mettre en œuvre. Enfin, il arrive là. Oui, il arrive. Sur 2021, on va mettre en œuvre combien? 35 milliards sur les 100 milliards. C'est à peu près l'ordre de grandeur que j'ai en tête. C'est-à-dire que ce n'est pas dans 1 an qu'il faut aider la conjoncture. C'est là. C'est maintenant. C'est la rentrée. Je veux dire, la gestion du temps à travers cette crise, me paraît le problème central, y compris par rapport au plan au niveau européen. On vient enfin d'acter, avec les derniers votes des parlements nationaux qui retardaient leur vote, on vient d'adopter le plan de 750 milliards d'euros au niveau européen. Il y a une dizaine de jours. Qui va s'articuler avec les plans nationaux, y compris notre plan de 100 milliards. J'ai l'impression même que l'Europe... bon, tant mieux, l'Europe accélère, puisque la Commission européenne va lancer un emprunt, si j'ai bien compris, groupé, mutualisé de 10 milliards d'euros dans les jours qui viennent. Mais tout ça, moi, me paraît nécessaire. Je dis simplement que je pense que la fragilité... On va rentrer dans une période électorale qui va être compliquée. Elle est là. Elle est là. Compliquée. Mais bien sûr. Quel que soit le... Et même sur le rapport à l'Europe, si je peux me permettre, et la façon dont on regarde l'Europe. Oui. Ça va être compliqué. Les jeunes, légitimement, demandent d'être insérés et d'avoir un avenir. Ça me paraît normal. Des études, ils veulent un job. Ça me paraît normal. Et oui. Plus que normal. Les inégalités intergénérationnelles sont une dimension importante. Elles existaient avant la crise Covid. Elles sont accentuées par la crise. Je veux dire, tous ces débats, les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc moi, je reviens sur la dimension territoriale de notre sujet. J'étais dans un débat autour de cette table il y a, je crois, à peu près 1 an, avec vous. Pas plus d'1 an, parce qu'on a été créé il y a 1 an. Alors 6 mois, sur les zones zéro chômeur, vous vous souvenez? C'est tout à fait exact. Bon, et... Avec l'ancien député socialiste. Voilà, je n'avais pas compris à l'époque, et j'ai toujours pas compris pourquoi, même si ça coûte de l'argent, mais je veux dire au point où on en est, quoi qu'il en coûte, pourquoi pas rajouter quelques milliards d'euros au point où on en est,
pourquoi pas étendre ces formules qui ont l'air, c'est pas zéro chômeur, hein, mais ont l'air de marcher, y compris vis-à-vis des jeunes. Je comprends pas on manque d'évaluation et on manque de persistance dans les choses qui marchent. Voilà ce que je pense. La petite phrase d'Éric Heyer, et puis il y a Philippe Crevel sur un long-papier sur Atlantico qui évoque cette question de l'emploi et de la croissance et qui dit, un peu comme Christian de Boissieu, il y a des tensions qui s'annoncent à la rentrée et des tensions sociales aussi. Éric Heyer, il dit, malgré la mise en œuvre de mesures de soutien aux entreprises, la brutalité de la récession induite par la pandémie du Covid et les restrictions sanitaires associées devraient avoir des conséquences importantes sur le tissu productif français. J'ai envie de prolonger sa phrase et aussi, je dirais, sur la capacité qu'auront les plus fragiles à se révolter, à vouloir eux aussi dire « mais attendez, on a des milliards qui vont tomber », parce qu'ils vont tomber ces milliards, on les entend depuis des années, des milliards tombent et puis finalement ça ne ruisselle pas. Est-ce qu'il y a ce risque-là aussi d'une fracture, d'une cassure ? Moi, ce que je voudrais d'abord un peu relativiser. C'est au sociologue que je devrais demander. Oui, mais il faut quand même voir que le soutien massif qui a été mis en place, il a évité un ajustement du marché du travail tel qu'il a été connu aux États-Unis. Exact. Donc il y a quand même... Il y a un effet bénéfique. Il y a eu beaucoup de protection. Alors les marges ont été moins... Les personnes qui sont à la marge du marché du travail ont été moins protégées. C'est effectivement là le risque finalement que... tout comme elles ont été moins protégées pendant la crise, qu'elles bénéficient moins de la reprise. Et les autres ont épargné. Et ceux qui étaient protégés, vous vous rappelez les insiders, les outsiders développés par Emmanuel Macron. On connaît le... Vous vous rappelez quand j'enseignais ces choses-là, alors... Bah oui. Mais c'est encore la réalité. Ceux qui sont à l'extérieur du c'est encore la réalité, l'absence de solidarité entre ceux qui ont un boulot et ceux qui en cherchent désespérément. Et c'est le débat aussi sur les salaires, et la liaison salaire-emploi. Bon, je ne vais pas ouvrir le débat. Bon, tout à l'heure, on a parlé vous parliez des boîtes d'intérim que vous recevez autour de notre plateau qui disent ça repart. OK. On va voir ce que va donner la mise en œuvre de l'assurance chômage, qui va entrer en vigueur partiellement le 1er juillet. C'est un rapport du Conseil d'analyse économique d'Olivier Blanchard et Jean Tirole, au moment où je m'occupais du CAE, qui avait en France proposé le système de malus-bonus sur les contrats courts, qui vient en partie de ce qui se passe dans certains États américains. Bon. L'idée sur le papier est intéressante. On va voir, parce que les contrats courts des chefs d'entreprise que vous recevez dans l'intérim, ceux-là, ils vont être un peu taxés. On va voir comment ils vont réagir. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on parle de cette question des contrats courts, des contrats longs. J'ai l'impression d'en entendre parler depuis 20 ans, que ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, mais on n'a pas pris tellement de mesures incitatives. Là dans la réforme de la chômage. Là, ce qui s'annonce, on régule. D'abord, on baisse les indemnités journalières d'à peu près 17% juillet pour les chômeurs. Et puis, dans quelques trimestres, on va mettre en place un système de bonus-malus qui a ses avantages et ses inconvénients. Parce que vous pouvez très bien être une société dans un secteur qui est soumis à ce système-là, qui embauche des contrats courts, relativement plus que dans d'autres secteurs, mais comme elle est plus bas que ses concurrentes, finalement, elle va avoir un taux qu'elle va payer qui serait inférieur à celui qu'on observe dans d'autres secteurs où il y a moins de contrats courts. Donc elle se retrouverait gagnante finalement. Elle pourrait se retrouver gagnante. Des effets si vous voulez, moi ma réponse par rapport à cette question légitime, c'est de dire inciter à faire des contrats courts. Il faudra évaluer le système, ce qu'on fait pas assez en France après 1 ou 2 ou 3 ans d'expérience, et le corriger. Je veux dire, pour moi, la politique économique, c'est pas quelque chose qu'on lance comme ça d'en haut et qu'on corrige pas au cours du temps. La France manque de culture d'évaluation, en particulier sur tous ces problèmes de politique de l'emploi. Avant de nous quitter, la France, alors on la compare souvent à l'Allemagne, je le disais, son taux de croissance est légèrement supérieur, là en tout cas pour 2021, mais c'est pas cocorico. Mais pas cocorico, parce que on reste pondéré sur ce bon résultat. Septembre, vous regardez comment et quels sont les chiffres que vous attendez, quels sont les indicateurs, vous l'économiste, où vous dites qu'il faudra être très très vigilant là en matière d'emploi? Alors il y a voir que dès lors qu'on réouvre les secteurs, on a bien les créations d'emplois attendues, et puis de voir finalement comment se traduisent ces tensions, parce que est-ce que ça va générer des tensions salariales ou pas? Moi, j'y crois pas vraiment. Petite inflation par ailleurs. Globalement, je pensais exagérer. Je pense que c'est vraiment on crie un petit peu au loup, parce que les emplois qui ont été détruits, c'est plutôt des emplois précaires, donc c'est pas là où on voit les fortes progressions salariales. Et par ailleurs, si on se souvient bien,
en 2017-2018, quand on a eu beaucoup de création d'emplois, on avait des tensions sur les recrutements, on n'avait pas de tension salariale. Par contre, un effet bénéfique, ce qu'on voyait, c'est que les taux d'embauche en CDI étaient plus élevés parce qu'il faut bien attirer quand même les talents. Les talents. Bah oui. Il faut bien dire, motivé. On a des offres qu'on a du mal à pourvoir parce que les conditions d'emploi et les conditions salariales. Il faut donner un peu d'envie. On donne envie en proposant un CDI plutôt qu'un CDD, et ça peut être plutôt positif. Moi, je regarde, qu'est-ce que j'ai regardé comme vous, j'ai regardé le chômage, et le chômage des jeunes, par rapport au débat qu'on vient d'avoir. Qui est important. Avec le creusement, le creusement de l'écart sans doute probable, il est déjà fort entre le chômage global et le chômage des jeunes, ça risque de s'accentuer. Je vais regarder les indicateurs de confiance et défiance, en particulier du côté des ménages. Qu'est-ce que les ménages français vont faire des 160 milliards d'euros d'épargne additionnelle? Ça va être très important par rapport à la question de la reprise et du rythme de croissance. C'est eux qui le moteur aussi. Ils vont jouer. Je ne veux pas négliger l'investissement des entreprises, bien du côté des entreprises. Non, mais ils sont un moteur. Je dis les problèmes. Là, ça va être quand même très, très, très important de savoir s'il va y avoir une remise dans le circuit d'une partie de cette épargne additionnelle ou pas. De la consommation, de la relance qui induit derrière des emplois. Vous reviendrez en septembre parce que septembre, c'est important, c'est le moment où tout va commencer vraiment. Si vous nous invitez. Évidemment, vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau, Christian de Boissieu. Merci à vous, Christian, d'être venu sur notre plateau, président du Cercle des économistes, et puis le vice-président. Vice-président. Oh là là, parce que vous allez me brouiller avec Lorenzi. Oui, monsieur Lorenzi, quel bienvenu lui aussi, vice-président du Cercle des économistes, et puis vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation, et puis le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui? Je remercie Bruno Ducoudray, économiste et pas sociologue au département analyse et prévision. C'était plus qu'un compliment, il est à la fois économiste et sociologue. C'est ça, la double casquette. Et à lire cette étude très approfondie d'avril 2021, signée par Éric Heyer. C'était un plaisir, messieurs. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Tiens, c'est intéressant, on ne parle pas suffisamment, je trouve, des ultramarins, et on va parler du service militaire adapté. Ça fait 60 ans qu'il existe, ça permet à des jeunes d'avoir une seconde chance, tiens, et peut-être même après ce SMA, de trouver un emploi et de reprendre le chemin du travail. C'est Fenêtre sur l'emploi, et on en parle tout de suite.